Alban Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de signer un livre alors, qui est à la fois en kiosque, au Village Mondial, L'Âge de Pierre, et en même temps disponible en téléchargement gratuit. Exactement, en version audio. En version audio, donc sans avoir l'impression de vous tirer une balle dans le pied. Donc vous mettez vos conceptions en harmonie avec votre pratique d'auteur, L'Âge de Pierre, quand le choix du gratuit rapporte gros. On a du mal à le croire comme ça, vous nous expliquerez comment du phénomène. Alban Martin, donc vous avez publié, on l'a dit en introduction, L'Âge de Pierre, quand le choix du gratuit rapporte gros. Votre lecture aujourd'hui de l'industrie musicale, où va-t-elle? Certains sont optimistes, il y en a quand même beaucoup qui restent un peu pessimistes et qui se disent, oh là là, le peer-to-peer a remplacé le disquaire. Effectivement, alors quand justement vous annoncez cette statistique du SNEP sur les baisses des ventes de CD au premier trimestre, ce qu'on ne voit pas, ce qui n'apparaît pas, c'est qu'à côté, le spectacle vivant, lui aussi, et de la musique en fait, et croît. C'est-à-dire qu'effectivement, si on se concentre sur... Spectacle vivant, ça c'est le concert, nomenclature ministère de la Culture, les concerts quoi. La ligne, c'est ça. Dans le sens où aux États-Unis... Des acteurs vivants, pas morts, c'est ça, le concert. Voilà. Aux États-Unis, entre 1999 et 2006, les prix des ventes des billets de spectacle ont doublé. C'est-à-dire que si on prend la musique dans sa globalité, à la fois donc sur support, CD, fixé, numérique, et qu'on prend aussi qu'on inclut le spectacle vivant, on se rend compte qu'au global, l'industrie musicale n'a jamais aussi bien porté. Donc qu'est-ce que ça implique ? En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une partie de l'argent qui n'est peut-être plus dépensée en CD, parce qu'on a de la musique gratuitement avec les réseaux de pair à pair, peut être reporté vers les concerts, là où il y a un contact direct avec l'artiste. Mais du coup, on peut complètement imaginer des systèmes qui justement capitalisent sur le fait qu'une partie de l'argent se déplace vers là où se passe le contact avec l'artiste. Et par exemple, proposer aux artistes des nouveaux contrats qui incluent notamment les revenus des spectacles vivants. Parce qu'aujourd'hui, ça leur passe sous le nez ? Disons qu'aujourd'hui, les maisons de disques... Voilà, ce sont deux activités dissociées. D'accord. Vous croyez ça au fait que le numérique permette les fameux bas de catalogue, fonds de placard ou de tiroir qui ressortent comme ça, parce qu'effectivement, à la FNAC, malgré tout leur talent, ou chez Virgin, on ne les trouve pas, quoi. Ils ne peuvent pas stocker des centaines de milliers de titres et d'albums en dur. C'est pas que j'y crois, c'est que c'est une réalité. Il y a un réel effort. Enfin, on est passé de 300 000 à plus d'1 million de titres disponibles sur les plateformes de téléchargement légal. Il y a un réel effort de toute la part des maisons de disques pour ressortir des placards. Dans un magasin physique, un grand disquaire dans une grande métropole française, il y a à peu près combien de titres que l'on peut trouver? 40 000. Chez Walmart, par exemple, pour être dans un linéaire... Walmart, c'est pas tout à fait en France, mais c'est l'équivalent. On peut imaginer la même chose. Pour être dans un linéaire, il faut que le CD ait un potentiel de vente au moins supérieur à 100 000 unités. 100 000 unités. Voilà, et aujourd'hui, seuls 5% aujourd'hui des CD se vendent à plus de 100 000 unités. Donc, grosso modo, on met ce qui fait le maximum de ventes en tête de gondole, et puis les autres, on les trouve plus forcément sur des étagères, donc il faut les trouver en ligne, où là, il y a 1 million de titres dans les plateformes de vente. Il y a eu, je crois, 54 millions d'emails envoyés aux internautes téléchargeurs pénitents. Donc, on a toujours cette logique de on envoie un mail pour avertir, et puis on tape une fois que la main est dans le pot de confiture. Alban ? Moi, c'était plus une analyse économique des DRM, mais effectivement, quand on voit que justement on cherche à sensibiliser les internautes sur le téléchargement illégal, en leur disant attention, si vous téléchargez légalement, ça détruit de la valeur, alors que si vous téléchargez légalement avec des DRM, vous créez de la valeur pour toute l'économie et toute la filière musicale, y compris les artistes. Petite analyse économique qu'on peut faire là-dessus, c'est de se dire qu'avec les mesures de protection, ce qu'on peut anticiper à horizon moyen terme, c'est un assèchement du net, un assèchement d'Internet de contenu copyrighté. C'est-à-dire que les mesures de protection empêchent plus de 3 copies, empêchent l'échange, le gravage et la mise à disposition de musique protégée. À côté de ça, se développent des licences très permissives. On trouve aujourd'hui 40 millions d'œuvres sous licence libre, Creative Commons, où les auteurs, les artistes encouragent l'échange de leurs œuvres, la mise à disposition sur les réseaux peer-to-peer, l'insertion dans des podcasts de manière régulative très facile, très aisée. Donc ce qu'on peut anticiper à long terme... C'est juste pas les mêmes artistes. C'est pas les mêmes artistes, sont plus émergents. Ceux qui vendent beaucoup sont plutôt des partisans des licences qui protègent et qui sont fermées, et ceux qui vendent pas encore sont plutôt extrêmement sympas avec leurs œuvres, en disant allez-y, profitez, jouez-les, diffusez-les. Notamment au Brésil, des artistes renommés qui, eux, ont la culture de l'échange et du partage et qui donnent, comme Gilberto Gil, qui donne sa musique en Creative Commons. Mais disons que ce qu'on peut anticiper, c'est d'un côté une inondation, donc comme vous l'avez dit, on ouvre les vannes de musique qui coulent à flot sur le net, et de l'autre côté, peut-être un assèchement progressif si on renforce trop ces protections et ces mesures.
Je crois que dans l'âge de pierre, vous dites le gratuit et la co-création, le fait que le consommateur-auditeur soit associé à la création, peut déboucher sur des modèles tout à fait innovants. Vous citez dans le bouquin l'exemple, enfin je crois que c'est une parole d'un bassiste de jazz qui dit, ben voilà, en gros, le salaire moyen d'un artiste américain, c'est 30 000 $, dans le jazz. Ben voilà, si on fixe à 500 $ par an une cotisation qui donnerait le droit, allez, il en faut 60 fans de cette musique-là qui assisteront en exclusivité à des leçons de guitare basse, à des backstage de concerts, enfin une sorte de package à l'année. 500 $, c'est beaucoup d'argent, mais quand on est passionné, que ce soit de sport, de musique, il y a des passions qui sont assez vite onéreuses. Et vous pensez que ce type de modèle où l'artiste, je dirais, le consommateur, auditeur ne font quasiment plus qu'un, a véritablement une chance d'être élargi à grande échelle? Effectivement, aujourd'hui, on a vu plusieurs expérimentations dans ce sens-là. Le bassiste que vous citez, c'est Todd Coleman, et qui utilise une plateforme qui s'appelle Artist Share, comme Diana Krall, comme Maria Schneider, pour justement faire produire leurs produits dérivés, donc les CD, par les clients eux-mêmes, les fans eux-mêmes, qui, comme vous le dites, souscrivent à un plan annuel, par exemple de 500 $ par an ou 1000 $ par an, qui leur permet d'avoir accès à une pléiade de contenu, pas seulement donc, des CD, mais ils peuvent venir assister aux répétitions, ils ont accès aux partitions, ils ont des cours de musique personnalisés parfois avec l'artiste lui-même, et ça pour 1000 $ par an. Donc qu'est-ce qui en ressort? Maria Schneider, comme ça, elle a levé 90 000 $ et elle a produit son CD uniquement via ses fans, et elle a eu un Grammy Award l'année dernière. C'est-à-dire que le fan a joué le rôle de maison de disques, de producteur dans ce cas-là. De mécène, du mécénat interactif. Et ça, aujourd'hui, ça s'amplifie avec des nouvelles plateformes comme Cellband, ou bien Amy Street, où justement, sur Cellband, c'est une nouvelle plateforme qui s'est ouverte cet été, vous pouvez acheter une action d'un artiste. C'est-à-dire que pour 10 $, un bout de Johnny. Un bout de Johnny. Il est déjà bien entouré, mais enfin, on va en prendre un autre. Alors Johnny, il vaut cher. C'est plutôt des artistes qui souhaitent émergents, voilà, qui ont un budget, qui cherchent à boucler un budget de production d'environ 50 000 $. Et donc vous, en tant que fan, vous allez sur la plateforme et pour 10 $, vous avez donc une action de cet artiste. Le jour où il lève des fonds de 50 000 $, le CD sort. Et donc, bien sûr, vous recevez le CD. L'artiste peut justement vous offrir des places de concert et vous touchez 10% de ses revenus de publicité. Donc, en fait, vous investissez dans l'artiste qui vous plaît. Alors, c'est sorti cet été. Aujourd'hui, il y a on peut imaginer, quand on dit que vous investissez, que votre intérêt, c'est évidemment que votre investissement rapporte. Donc, vous en parlez, vous faites jouer vos communautés via les blogs, etc., de manière à faire monter la mayonnaise. Et puis, les bons sortent, en fait. C'est bien sûr ceux dans lesquels vous investissez, c'est ceux qui, à vos yeux, ont le plus de talent. Donc, comme ça, vous faites émerger le talent par la foule elle-même. Et ensuite, pourquoi pas le faire signer par une maison de disques ou un label indépendant. Mais d'abord, c'est les pairs eux-mêmes qui font émerger le talent, qui jouent le rôle du directeur artistique. Voilà, on est au 5 ou 10 dans la pièce, dématérialisée, et on écoute de la musique. Enfin, toutes ces nouvelles tentatives pour écouter la musique, on a l'impression qu'elles s'opposent quand même un peu frontalement à la volonté légitime des maisons de disques de trouver de nouveaux débouchés numériques. Disons que les plateformes que vous avez citées, donc les jukebox, donc Be & Flower par exemple fait partie, coopte en fait, instrumentalise le blogueur en le transformant en mini-radio. C'est-à-dire qu'il va être capable, en installant ces petits jukebox comme Radio Blog ou Be & Flower, de proposer donc, du son à ses lecteurs. Et il joue ni plus ni moins le rôle de prescripteur que jouerait une radio à plus grande échelle. Donc c'est-à-dire que là, si on arrive à coopter donc, ce désir de partage, on se rend compte que vos propres fans peuvent jouer le rôle de radio pour votre compte et bien souvent bénévolement. Voilà, et puis la répression n'a plus vraiment de sens et que maintenant tout le monde est à la recherche de nouveaux modèles. C'est bien ce qui ressort. Je crois qu'on est entré dans l'ère du dialogue et qu'on commence à voir de nouvelles choses émerger. Ça, c'est positif. On est entré dans l'ère du dialogue. Voilà, je crois que c'est en tout cas sur ces paroles-là que l'on va terminer ce débat. Si la musique en ligne vous intéresse, je vous conseille vivement le bouquin d'Alban Martin, donc pour deux raisons. Préface de Tariq Krim, fondateur de NetVibes, on en a parlé tout à l'heure, Village mondial, donc l'âge de pierre quand le choix du gratuit rapporte gros, et puis donc disponible en téléchargement audio. Légalement, voilà. Légalement. Donc, vous abandonnez tous vos droits d'auteur. Sur la version audio. Sur la version audio. Et c'est l'éditeur en fait qui à la base a les droits sur les œuvres dérivées, donc les traductions, l'adaptation cinématographique s'il y a, et la version audio. Là, si vous voulez en faire un film, il faudra quand même s'accrocher, sauf votre respect. Et donc c'est l'éditeur qui a accepté de laisser les droits de la version audio.
Bon, eh ben bravo à lui. Vous avez reçu en 2004 le prix de la Fondation HEC. Votre bouquin précédent a été écrit quasiment en anglais et a circulé beaucoup sur la toile. Bravo à vous, Alban Martin. Il y a 200 000 exemples très concrets. Donc si vous vous intéressez à ces nouveaux modèles, je pense que ce bouquin vous passionnera.